pour ça que je dis, lorsque les gens disent les plans de la transition ne sont pas financés, c'est parce qu'ils ne voient pas ce qu'on fait. Personne là, que je vous décris, qui a été syndicaliste, donc qui connaît un peu les rouages de la gestion de l'entreprise, qui a des PME, qui a des sociétés de services, que la façon qu'il a trouvé de détourner 1,750 milliard, c'est d'aller se signer un chèque, entrer à la banque et puis se lever et partir avec. Les gens intelligents peuvent être imprudents, monsieur Akanji. Ça existe. Ce n'est plus de l'imprudence, ça, c'est de la bêtise. Et c'est quelque chose que je refuse d'associer à mon nom. Aïe, c'est votre GSW. Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur, un homme de syndicat qui a été également ministre de la République, conseiller spécial du président de la transition Brice Oligui Nguema. Monsieur Nganji, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci d'avoir pensé à moi pour discuter un peu du projet du candidat. Je vous laisse le soin de vous présenter un peu à notre audience. Je pense que l'ensemble de ma vie participe à ce que je fais aujourd'hui. Je diffuse d'Okonja. Je suis né ici. J'ai Mhm. fait mon primaire à Okonja, à la mission catholique ici. Ensuite, j'ai rejoint mon père à la SUCAF, qui à l'époque s'appelait la Socio, où j'ai fini mon primaire et puis je suis allé au CS Henri Silvos de Mwanda jusqu'à la classe de troisième. En classe de troisième, parce que moi je suis né, mes parents étaient déjà séparés. En classe de troisième, j'avais quand même un vrai défi, c'était celui de chercher à connaître ma mère jeune. Donc, Mhm. j'ai décidé de la rejoindre à Libreville. Donc, à 15 ans, je suis parti en seconde au lycée national Léon-Bas. Mon père, à la fin de sa carrière, était directeur général de la socio, donc j'ai connu ça. Ma mère était secrétaire médicale, donc quand je suis allé chez elle, on était une partie à Libandeng et ensuite une partie à Québec. Donc, j'ai également connu cette vie-là. Ça a forgé un peu mon parcours parce que lorsque vous êtes avec une mère célibataire qui a Mhm. 5 enfants, et vous êtes le premier garçon. J'étais premier de classe. Et il fallait à un moment faire un choix entre aller poursuivre de longues études, bac plus X, ou être utile et pragmatique pour le reste de la fratrie. Et donc décider de choisir, passer un concours que Shell Gabon organisait pour les meilleurs élèves des séries scientifiques au Gabon. Donc, je suis sorti lauréat de ce concours-là et je suis allé en Angleterre. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en 4 ans. Grâce à une bourse Et Shell. oui, oui, j'étais boursier Shell. Oui, oui, j'étais boursier Shell, la deuxième promotion des boursiers Shell Gabon. Donc après, je suis rentré au Gabon et j'ai directement commencé à travailler comme ingénieur à Shell Gabon. Monsieur Et Nganji, là, oui, sans vouloir aller trop dans votre parcours, et c'est en ça que je reconnais que je n'ai pas assez ciselé ma question, je vais juste m'apesantir sur votre passé de syndicaliste. Quand j'ai dit autour de moi des membres de la famille qui ont travaillé dans le pétrole que j'allais vous interviewer, ils m'ont dit que ce qu'ils retenaient de votre passage, que ce soit à Shell ou à l'ONEP, c'était surtout ce que vous avez pu mettre en place pour défendre les travailleurs gabonais de ce secteur bien particulier. Comment on fait pour être performant et efficient dans ce rôle-là? je pense que la clé de la réussite, pour ma part, à la tête du syndicat, c'est que j'aime prendre le contre-pied des idées reçues. Et à l'époque, l'idée reçue dans le secteur pétrolier, c'est que les ingénieurs, les cadres ou les personnes de niveau directeur Mhm. ne s'impliquaient pas dans la lutte syndicale. Et moi, j'étais déjà superviseur du terminal de Bamba, donc j'avais un rôle de chef de département ou de directeur de champ. Et donc, cette idée d'être syndicaliste tout en étant à ce niveau de management me plaît avant. Et il faut aussi remarquer que la meilleure façon de faire, c'est d'être sincère avec les gens. Je pense que si vous regardez l'espèce de sociologie dans la zone de Port-Gentil, Port-Gentil est une ville insulaire où un Alto-Govéen aura beaucoup de mal à se positionner comme étant quelqu'un qui lutte contre le système, qui avait déjà aussi cet élément de mérite là en se disant que voilà, les gens du Haut-Togo peuvent aussi faire du syndicalisme et être bons, sincères et loyaux vis-à-vis des idéaux qu'ils devaient défendre pour les adhérents de leur secteur.
Donc ça m'a guidé. Et une leçon fondamentale que j'ai gardée du syndicat, maintenant qu'on en parle, c'est que le leader n'est pas forcément le plus compétent, n'est pas forcément le plus gradé, c'est celui qui arrive à mener les hommes. Nous étions un bureau de 10, 9 cadres, et Guy Roger, qui était, je pense, agent de maîtrise ou technicien à l'époque, c'était lui le secrétaire général. Et parmi les 10, même nous qui étions au niveau de directeur, personne n'a jamais, en 7 ou 8 ans, remis son autorité en cause parce que c'était lui le meneur, c'était lui le chef de file, c'est lui qui fixait le cap, c'est lui qui défendait l'équipe. C'était une belle leçon aussi du militant en se disant ce n'est pas parce que tu es le plus gradé, le plus compétent que tu vas forcément être celui qui est le mieux indiqué pour mener la barre. Et surtout, de ce travail syndicaliste, vous étiez un peu le poil à gratter à la fois du management de Shell comme des autorités politiques de l'époque, d'Omar Bongo en particulier. Non, je pense que les gens se trompaient sur cette partie poil à gratter parce que vous allez remarquer que ce qu'il y avait de bon, c'est que le bureau du syndicat avait un haut niveau de représentativité. Donc, les discussions avec les partenaires sociaux, avec notre partenaire qui était l'UPEGA, étaient quand même des discussions structurées d'un certain niveau. C'est vrai que c'était difficile d'en dire ce qu'on attendait de la discussion, mais je pense que si on demande à l'UPEGA, il reprendrait 9 fois sur 10 ce bureau-là, parce que c'est un bureau avec lequel il travaillait. Un avait un petit engagement secret entre nous de ne jamais faire plus de 2 ou 3 jours de grève, parce que à partir du 3e jour, l'impact était sur les populations et pas sur le gouvernement ou sur les entreprises. Vous imaginez bien, pas de carburant, on ne peut pas aller au boulot, on ne peut pas amener l'enfant à l'hôpital et ainsi de suite. Au bout de 3 jours, Libreville est asséché. Donc, on se refusait de franchir le cap. Donc, on préparait le travail à l'avance. Ce que les gens ne voyaient pas, c'est que vous ne pouvez pas mener 2 fronts en même temps. Donc, l'un des éléments de succès de l'ONEP, c'est que nous ne nous sommes jamais mis Omar Bongo à dos. Si vous regardez tous les discours de l'ONEP, nous avions de façon délibérée décidé que si on voulait attaquer le patronat, il fallait que le président soit de notre côté. Donc, nous, on ne l'attaquait jamais. De façon à ce qu'il puisse arbitrer de façon neutre. Et tout ce que nous devions trouver dans chaque discussion, c'est son intérêt à lui dans cette grève ou dans cette discussion, c'est lequel. Et une fois que vous avez trouvé ce qui l'intéressait dans ce que vous étiez en train de faire, il se rangeait de votre côté et il allait vous aider. Donc, les succès de l'ONEP venaient du fait qu'on affrontait le patronat et pour l'État, on faisait du lobbying. On avait vraiment des réseaux, des points d'ancrage dans le palais, des gens qu'on allait voir un mois avant de déclencher la grève à qui on expliquait les problématiques. Et je pense que c'est ce que l'ONEP a perdu, c'est cet aspect de se dire on ne se bat pas sur 2 fronts en même temps. Un doit être notre allié parce que c'est l'autre en face que nous essayons de combattre. Et d'ailleurs, donc de cette expérience, vous avez développé de nouvelles aptitudes, dont celles qui vous servent aujourd'hui dans les fonctions qui sont les vôtres, d'avoir à nager entre plusieurs eaux et réfléchir intelligemment aux choix que vous faites, aux gestes, aux actes que vous posez. Je pense que c'est plus l'ensemble. Comme je vous ai dit, c'est le village, c'est la culture villageoise. Lorsqu'on sait d'où on vient et quel est son ancrage en termes de compétences sociales, je pense qu'on arrive à naviguer dans toutes les strates. On accepte certaines choses. La deuxième chose, c'est que, comme je vous ai dit, très jeune, je me suis lancé dans la construction. À 30 ans, j'avais déjà une dizaine de biens immobiliers en location. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je faisais de la location de voitures. Je faisais de l'événementiel et le syndicaliste aussi, justement, la beauté de ça, c'est que lorsque vous êtes syndicaliste, vous allez attaquer des entreprises de services, des entreprises d'exploration, production. Vous avez une vue sur plusieurs entités, plusieurs secteurs d'activité, ce qui vous donne une richesse lorsque vous le faites, comme je disais, consciencieusement. Vous nous expliquez comment vous êtes arrivé à la tête de Gabon Oil Company, du cabinet du président au conseil d'administration de la GOC. L'une des missions qui vous a été donnée, c'est de faire en sorte que ce soit une société qui soit profitable, la sortir du guêpier dans lequel elle était. Donc c'est déjà les missions que vous aviez en tant qu'administrateur provisoire. Mais lorsque vous êtes confirmé, c'est également ce plan de route qu'on vous donne et de faire en sorte qu'elle soit plus profitable avec des filiales qui soient prospères elles aussi. La GOC, quand je prends les commandes de la GOC, elle a 65 milliards de dettes. Il faut redresser l'entreprise. Donc, la première mission qui m'a assignée, c'est j'ai un budget de facilement 2,5 milliards. Et l'objectif, c'est 3 points, pas de troubles, pas de crise sociale, réduire les effectifs de moitié et réduire les salaires de l'effectif restant, de la moitié restante, de 65%. Vous imaginez bien que le challenge était grand.
À ma grande surprise, les négociations ont duré 1 heure et demie avec les employés. Première mesure que j'avais prise, c'est que moi, je suis arrivé à GOC 2 semaines après ma nomination. Nous étions passés de 75% d'effectifs locaux à 99%. Donc, la première décision que j'ai prise, c'est parce que sur les 12 milliards, vous aviez quand même 8 milliards de salaires dédiés à la main-d'œuvre étrangère. Donc, la première décision était simple pour moi, c'était de totalement gaboniser l'entreprise. Donc, ça avait quand même permis de gagner la confiance des agents. Et donc, en 1 heure et demie, on avait bouclé les discussions. On a fini notre plan social et puis l'entreprise a commencé à se redresser. Deuxième image, c'est que GOC, quand je suis directeur général de GOC, nous sommes dans une villa. Souvent, il faut passer par la cuisine pour accéder au bureau de certaines personnes. Et j'estimais déjà d'emblée que ce n'était pas d'une entreprise qui se voulait société nationale. Gestionnaire du pétrole de l'État gabonais, on ne pouvait pas être dans une villa. Et on en avait comme ça 3, 4, 5, 6 sites différents. Tous les sites et les locations que l'on avait nous faisaient facilement 2 à 3 milliards de loyers par an, des choses totalement folles. Donc, la deuxième décision était d'acquérir un siège social et d'installer l'entreprise comme une entreprise de son rang, comme vraiment une entreprise pétrolière. On a changé l'identité visuelle pour donner un peu d'esprit d'appartenance. Et c'est là où la crise de légitimité est née. Comme je vous ai dit, moi, je suis à la base un ingénieur de production. J'ai été conseiller de président. Comme c'était post-2016, j'avais été porte-parole d'Ali Bongo Ndimba. J'avais un vrai souci de légitimité à la tête de la GOC. Parce que vous avez aussi en face de vous les patrons de Total, c'est des polytechniciens, c'est des énarques. Donc, j'étais dans le défi de dire, je ne veux pas être celui qui est là parce qu'il a été porte-parole. Et donc, c'est comme ça que je me suis engagé à passer le concours d'HEC Paris que j'ai obtenu. Et pendant 2 ans, je faisais justement un executive MBA à Juan-Josa parce que j'avais ce souci de légitimité. L'entreprise qui m'avait été confiée était beaucoup trop importante pour juste faire semblant de savoir-faire. J'ai tenu à aller suivre cette formation pour me donner les rudiments de la stratégie, de la finance, de la comptabilité, du marketing, ainsi de suite. Et donc, de là, on a quand même pu décoller. Les chiffres clés pour moi, c'est que GOC, c'était 65 milliards de dettes la première année. J'ai fait 2 ans à GOC, 2 ans et demi maximum. La première année, on était à 65. La deuxième année, on est descendu à 12 milliards. Et quand je partais, GOC était positif de 2 milliards. Donc, ça a pris 2 ans et demi pour redresser l'entreprise. Mais comment expliquer que justement, dans l'opinion, on a le sentiment que vous avez eu une gestion qui ne soit pas vraiment très orthodoxe pendant votre passage à la GOC, qu'il y a eu pas mal de scandales, des dons en milliards de francs CFA qui ont été donnés à des personnes physiques, des contributions à la fondation de la Première Dame. Non, pas permettre. Je pense que, comme je vous ai dit, de l'identité visuelle de la GOC au siège social, c'est moi. Je vais vous donner un exemple d'aberration que j'ai entendu, mais comme je vous ai dit, j'essaye d'être professionnel et de ne pas m'emballer parce que les réseaux sociaux disent des choses. Je vous donne un exemple. L'une des légendes urbaines, c'est qu'on aura acheté le siège de la GOC 12 milliards alors qu'il n'en valait que 3. Comment voulez-vous qu'intellectuellement, j'aille expliquer à quelqu'un qui est allé au siège de la GOC et qu'il a raté 2 immeubles sur les 3 que nous avons achetés pour ce montant? Si vous avez des amis à GOC, vous les appelez, ils vont vous dire non, le siège de GOC, ce n'est pas un immeuble, c'est 3. Parce qu'on avait la GOC, on avait la GOM, on avait Gabon Logistique et Services et on avait Gabon Ingénierie et Construction et Gaboil. Nous avons acheté un siège qui regroupait ces 5 entités. Elles ne tenaient pas dans un seul immeuble de 5 étages. Donc, l'acquisition que nous avons faite, c'était 3 immeubles et quelqu'un est allé sur site et a réussi à rater 2 immeubles. Quand vous prenez la montée de Calicac, dès que vous avancez vers la GOC, il y a un gros panneau de 2 mètres sur 1 qui vous dit à droite, vous avez annexe A, annexe B. Donc, si vous me demandez à moi d'aller discuter avec des gens qui font preuve d'une mauvaise foi manifeste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Ensuite, il y a la légende urbaine de M. Nganji Oré. Ce n'est pas des dons. Ce qui était dit, c'est que je serais allé à la banque et j'aurais fait un retrait d'1,750 milliard. Je vous ai dit, je suis cartésien, donc souvent quand je parle, les gens ont l'impression que c'est un manque de modestie, mais 1 + 1 = 2. Je suis ingénieur depuis l'âge de 21 ans, je suis diplômé d'HEC Paris. Une fois que je vous ai brossé ce profil intellectuel, est-ce que vous pensez vraiment
que cette personne-là que je vous décris, qui a été syndicaliste, donc qui connaît un peu les rouages de la gestion de l'entreprise, qui a des PME, qui a des sociétés de services, que la façon qu'il a trouvé de détourner 1,750 milliard, c'est d'aller se signer un chèque, entrer à la banque et puis se lever et partir avec. Les gens intelligents peuvent être imprudents, monsieur Akanji. Ça existe. Ce n'est plus de l'imprudence, ça, c'est de la bêtise. Et c'est quelque chose que je refuse d'associer à mon nom. Je vous dis ce qui s'est passé parce que ce n'est pas un secret. À la fin de 2016, j'ai reçu instruction écrite du ministre de l'économie parce que la GOC elle étant une convention de trésorerie. Donc, j'ai reçu une instruction du ministre de l'économie qui me dit, dans le cadre de la convention de trésorerie entre l'État et la République, il souhaitait un appui budgétaire pour la Direction générale des services spéciaux de 3 milliards de francs CFA. Donc, on donne l'instruction en 2 temps à la banque. Donc, l'instruction se passe, on est au mois de mars 2017. J'ai instruit la banque de mettre à disposition des services spéciaux. Il donne le nom de la personne qui est mandatée. L'opération se passe. Et puis, en septembre, parce que je faisais un point tous les 3 mois, à peu près tous les 3-6 mois avec la trésorerie, la trésorière m'appelle et me dit « Ah, écoute, moi, je n'ai pas signé pour ça. » Je lui dis « De quoi tu me parles ?» Elle me dit « Je vois sur les comptes de la GOC qu'en mars, tu as retiré 1,750 milliard. » Donc, je lui dis « De quoi tu me parles ?» Et puis, elle m'envoie les relevés. Et puis, sur les relevés, il y a une opération à mon nom d'1,750 milliard. Donc, je suis allé à la banque avec un huissier pour constater les faits. J'ai fait un courrier à la banque pour leur demander de m'expliquer ce qui s'est passé. On m'a expliqué que c'était une erreur, patati patata. Je vous enverrai l'extrait de l'huissier avec lequel je suis allé à la banque. Je vous enverrai la lettre du ministre et je vous enverrai la lettre que j'ai écrite à la banque pour leur dire que si dans la journée, cette manœuvre-là n'est pas corrigée, je me réserve le droit de leur porter plainte. Donc, ils corrigent. Ils corrigent parce qu'ils se rendent bien compte de leur erreur. Et le pire, c'est que l'autre souci que j'avais, là j'en parle librement parce que je n'ai pas envie que ces petits détails ridicules entachent la campagne du président, mais je dis, si vous voyez quelqu'un qui dit être de bonne foi, qui va au siège de la GOC contre un immeuble et non 3, à ce moment, vous n'avez aucun intérêt à discuter avec lui. Monsieur Akanji, l'opinion et les gens qui passent juste leur temps à se gosser sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais un de vos successeurs, Patrici Tanassa, qui pendant son procès, pas mal pointé du doigt. Donc je le répète, cette gestion n'a pas forcément été efficace. Je vais vous poser une question, d'accord? J'ai quitté la GOC officiellement en juillet 2018, d'accord? Monsieur Tanassa a été élu manager de l'année en octobre 2017. Vous vous souvenez de la raison? Et parce qu'il avait redressé Gabon Oil Company. Juillet, août, septembre. En octobre, vous êtes manager de l'année parce que vous avez redressé une entreprise qui était en faillite de 42 milliards, j'ai entendu le chiffre. Je dois vraiment discuter de ça. Je dois vraiment descendre dans ce genre d'égout. Ce que je vous ai dit, c'est qu'à 30 ans, j'avais déjà réalisé mon premier milliard de francs CFA de par mes activités, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'à 30 ans, j'étais déjà propriétaire. Donc, je ne suis pas des gens qui frétillent devant l'argent comme des puceaux à un premier rendez-vous. Voilà ce qui s'est passé à GOC. Parce que les gens ont l'impression que nous sommes tous dans cette logique, parce que les gens ne lisent pas, parce que les gens ne réfléchissent pas. Je dis, je mets quiconque au monde de trouver un manager qui, en 3 mois, fait passer une entreprise de 42 milliards à 6 milliards de profit. C'est ridicule. Ce n'est même pas un problème personnel entre ce monsieur et moi. Si vous lui parlez un jour, il vous dira, il a été nommé un matin, on a fait 1 heure de passation de service. 1 heure pour faire la passation de GOC, de GOM, de GLS, de GEC et de Gaboy. Au bout d'1 heure, il m'a dit, il avait tout compris. Quand je suis parti au Conseil des ministres, puisque j'avais été nommé ministre et lui DG, je suis allé au Conseil des ministres à 10 heures. Quand je suis sorti de là à 11 heures, mes cartons étaient dans les couloirs. Il m'a dit, c'est bon, ce qu'on a dit au Conseil me suffit, je peux avancer. Donc, c'est sûr qu'il a raté toute la documentation liée à ces opérations et il s'est basé sur ce qu'il voyait ou sur ce qu'il entendait. Mais si vous me dites, et c'est pour ça que j'ai accepté de discuter avec vous parce que votre contenu me semble cohérent, si vous me dites que vous avez déjà vu quelqu'un qui en 3 mois redresse une entreprise, je vous dirais, OK, félicitations à vous, félicitations à lui, qu'on lui donne la NASA ou quelque chose et qu'il arrête de perdre son temps au Gabon. Lorsqu'on a un peu de pudeur et qu'on vient s'asseoir, qu'on bénéficie ou qu'on jouit
entre griffes, parce que c'est ce qui se passait là-bas, de l'effort d'autres personnes, moi, j'ai laissé ma santé à GOC. En 2016, j'ai fait 10 jours dans un semi-coma diabétique parce que je me consacrais à mon travail. Les employés de GOC sont là. Les gens qui parlent parce qu'il faut salir, il faut dire ce qu'on veut dire. Mais je répète ma question. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui en 3 mois est manager de l'année parce qu'il a redressé une entreprise, viendrez me dire. Je pense que même juste le temps de s'acclimater à l'entreprise et de voir ce qui se passe, je n'ai jamais fait de don à la fondation. La première chose que j'ai faite avec les agents de la GOC, c'est d'écrire 450 procédures. GOC tient aujourd'hui sur les fonds baptismaux de ce que j'ai fait en 2016 et 2017. Nous sommes en 2025, cette entreprise est toujours debout. Il n'y a jamais eu de scandale financier à GOC. Il n'y a jamais eu de risque de faillite à la GOC. Les gens confondent la gabégie qu'ils ont resté à faire à GOM avec Gabon Oil Company, la maison mère. Personne. L'autre chose que je peux vous demander de faire, parce que je vois que vous investiguez un peu, c'est envoyer quelqu'un au tribunal du commerce de Libreville. Les rapports de Deloitte, du commissaire aux comptes de l'entreprise, sont déposés chaque année au greffe du tribunal. Je suis l'un des rares administrateurs publics à avoir reçu un quitus de bonne gestion pour mon passage à la GOC, de Deloitte. On ne parle pas de Tartampion et fils, là. On est quand même dans les Big Four. Pourquoi avoir laissé courir justement cette rengaine et d'avoir démenti mais je vous ai posé la question. Si je vous mets devant 3 immeubles et vous n'en voyez qu'un, donc pour vous, ce n'était pas nécessaire. Vous pensez, ça n'a aucun intérêt de discuter avec des gens qui, de façon je sais pas, congénitale, sortent pour salir. Donc ça ne sert à rien de discuter. Deuxièmement, comme je vous ai dit, je vous ai parlé d'un NDA. Là, vous vous positionnez comme un média. Vous n'êtes pas en train de vous positionner comme un activiste qui fait des vidéos et puis à qui je ne peux pas donner un certain nombre de billes pour étayer mon propos, n'est-ce pas? Je suis directeur général de la GOC, ministre de la République. Vous pensez que je vais m'atteler à répondre sur les réseaux sociaux, à balancer des documents officiels de l'entreprise sur les réseaux sociaux juste pour se laver mon nom? Oh, pas du tout. Un simple communiqué aurait suffi. Et je suis un professionnel. Je vais demander à la GOC de communiquer. Ce n'est pas Arnaud Ngandi en tant qu'individu. La personne qui était salie, ce n'est pas Arnaud Ngandi, c'est l'administrateur directeur général de GOC. Vous savez, les hommes politiques souffrent de ça. C'est que chaque fois que vous allez dire « je vais porter plainte », regardez un truc simple. Là, récemment, lorsqu'il y a eu les grèves dans le secteur pétrolier, quelqu'un qui se dit journaliste s'est levé et a dit « Monsieur Ngandi a des entreprises dans le secteur pétrolier, donc il utilise du personnel, donc il est membre de l'UPEGA ». J'ai jamais eu d'entreprise, j'ai jamais voulu de marché dans le secteur pétrolier. Je pouvais le faire. J'ai choisi d'ouvrir un restaurant. J'ai choisi d'ouvrir une boîte de nuit pour des raisons simples. Et j'ai voulu déposer une plainte contre ce monsieur. On m'a dit non, laisse, tu ne sais pas, peut-être qu'il a été envoyé, tu sais, politiquement. Il y a toujours cette rengaine autour de nous qui fait qu'on se retrouve pieds et poings liés parce que les gens nous disent de ne pas agir, de ne pas nous salir, de ne pas alimenter les rumeurs. Mais ce qui importe pour moi, c'est que mon père a une copie de ce dossier, ma mère a une copie de ce dossier et 3 autres personnes ont une copie de tout ce que je vous ai dit. Et il était question, je dis, le jour où j'ai un souci, eh ben, vous savez quoi faire. C'est pour ça que je suis confortable. Les gens se disent, mais pourquoi on n'est pas venu le chercher? Parce que tous ceux qui savent que j'ai toutes ces documentations. Donc ça ne sert à rien. Après votre passage à la GOG, vous l'avez justement précisé, vous avez été appelé au gouvernement, au poste ministre du Travail, sauf erreur de ma part. Et là-bas, vous avez laissé, je dois l'avouer, un souvenir un peu impérissable. Vous avez essayé de protéger un peu plus le travailleur gabonais, vous avez essayé de légiférer dans ce sens. Est-ce que vous... Bien vous montrer que je ne suis pas attaché aux questions de l'argent. Le 17 novembre 2017, j'ai posé ma démission de la GOC. J'ai démissionné de la GOC. Ça a été refusé, on m'a baladé pendant quelques mois et puis après on m'a dit « Ok, tu vas partir de GOC » parce que je notais tout, j'écrivais tout, je rendais compte par écrit de tout. On m'a dit « Il y a tout, tu ne peux pas tout écrire ». Bon, après, chacun sa façon de travailler. Et donc, j'ai demandé à partir. La seule fois où j'ai eu le président Ali au téléphone, c'était ce jour-là où il me passait un savon en me disant « Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu vas prendre des responsabilités et tu ne vas jamais être attaqué ?» Quand on m'a sorti de la GOC, on a annoncé publiquement que j'étais nommé ministre du Travail. Là encore, il y a toujours le poids de la communauté, il y a toujours le poids de la famille. Il faut bien réfléchir que de son propre chef, il y a très peu de personnes qui ont démissionné ou qui ont refusé un poste de ministre.
Donc, je suis parti au ministère du Travail. Et dans ma passion pour les Gabonais, je me suis dit, OK, je suis enfin au poste où je peux faire la différence. Donc, je suis arrivé, j'ai lancé les brigades d'emploi pour justement récupérer tous les emplois que les Gabonais peuvent avoir, qui sont occupés par nos frères ouest-africains, occidentaux et ainsi de suite. Le plus gros choc à cette époque, c'est que lorsque ça a commencé, j'ai reçu la visite d'une employée de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba au ministère. Elle se reconnaît, je ne vais pas la citer parce que la pauvre, elle n'y est pour rien, qui est venue me demander des comptes sur ce que j'étais en train de faire. Et je lui ai dit que, mais à quel moment la Fondation devient un point de reddition des comptes d'un membre du gouvernement? Et donc là encore, j'ai décidé de partir du ministère du Travail et de repartir chez moi. On est reparti vers un cycle au ministère de l'égalité des chances pendant 5 mois. 5 mois au ministère de l'égalité des chances. Là, je n'ai pas démissionné, mais on m'a dit, bon, écoute, apparemment, tu as retenu la leçon, tu te tiens bien, donc on va donner au ministère des Travaux publics. Je dis, OK. On arrive aux travaux publics et puis on commence à faire tout ce qui est voirie, justement les initiatives aujourd'hui pour lesquelles je loue le courage du président de la transition, ce sont les voiries. Et là, au bout de 4 mois, on me dit non, finalement, tu vas changer de ministère. Et là, nous sommes en juillet 2019. Las de cette rotation de mon incompétence, je leur ai dit que, mais attendez, 2 mois et demi ici, 5 mois là, là, on est à peine à 4 mois. Et il était question à cette époque, le défunt Alexis Ndouna, qui est né, que je regrette beaucoup, mais il était question que ce soit lui qui prenne le poste de ministre des Travaux publics. Donc, le 3 juillet 2019, j'ai posé ma démission du gouvernement. Là, le décès de l'époque m'a dit oui, le président sort de son AVC, tu es un pion, tu es une pièce maîtresse du dispositif, blablabla. Donne-moi le temps de le préparer. Donc, juillet, août, septembre. Et puis le 7 octobre, on est à un dîner et on m'annonce que non, finalement, je ne sors pas du gouvernement comme j'ai demandé, mais on me donne le ministère de la décentralisation, quelque chose comme ça. Donc, à ce dîner-là, les gens vous diront, je me suis levé et je leur ai dit d'aller voir ailleurs si j'y suis, faute de mots plus durs à dire à la télé. Donc, je me suis levé et je leur ai claqué la porte au repas. J'ai dit, de façon villageoise, parce que c'est moi, je leur ai dit, quand je sors d'ici, je ne veux plus jamais entendre parler d'un seul d'entre vous, parce que ce qu'on fait ici, c'est pas ma notion de la République. Donc, c'est comme ça que vous êtes sorti du gouvernement? Il y avait, je pense, 50 personnes qui étaient témoins de ma démission. Je n'ai pas écrit de courrier. Je leur ai dit lundi à 9 h, s'ils n'ont pas validé ma démission. Et ça n'a pas été vu comme un affront? Ou c'est peut-être parce que vous avez un autre genre particulier et proximité peut-être avec... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très réservé, de très silencieux. Une fois que le fusible qui ne doit jamais être touché est touché, il n'y a pas grand monde qui me ferait peur. L'autre élément, c'est que vous pensez vraiment, quand je vous dis comment j'ai démissionné, on était à un repas, tout le gouvernement, chez M. Baird, à qui je présente encore mes excuses aujourd'hui parce que j'étais chez lui quand j'ai eu ce langage un peu dur. Je m'excuse encore parce que c'est un père, il n'avait rien à voir dedans. Mais si j'avais détourné 1,750 milliard aussi facilement avec mon nom, vous pensez que j'aurais l'outrecuidance d'aller faire ce genre de choses? Je ne me vassalise pas. Les Obama disent souvent que nous sommes avec vous pour vous accompagner. Loyalement, fidèlement, mais nous vous accompagnons. Ça veut dire que le chemin que nous traçons ensemble est un chemin sur lequel nous nous sommes accordés pour ces valeurs, ces principes. Si on sort de ça, cet engagement ne tient plus. C'est comme ça que j'ai démissionné. En français facile, j'ai pété un câble lors d'un dîner, je suis parti. Le président Ali Bongo ne vous a pas tenu rigueur, parce que je pense à Zibi Bertrand, qui a fait à peu près la même chose. Il me connaissait déjà. En 2016, quand je vais à la GOC, ce que je ne vous ai pas dit, je ne vais pas à la GOC parce que les gens ont envie de me voir au conseil d'administration de la GOC. Je vais à la GOC parce qu'on est en train de me virer du palais. Donc on se dit, on va lui donner un poste d'administrateur. Le poste de DG de GOC, je le dois à Étienne Ngoubou essentiellement. C'est parce que ça, c'est quelqu'un qui m'a pris en stage à Shell Gabon. Ngoubou Étienne m'a vu arriver à 18 ans. Donc, quand moi, je me retrouve administrateur, c'est parce qu'en 2016, le président devait aller à la Mecque et on m'a demandé de l'accompagner. Comme je vous ai dit, à 16 ans, je me suis converti à l'islam. Et je leur ai dit, quand je suis arrivé au palais, c'est que ma tête, ma famille et mon corps m'appartiennent. Personne ne peut influencer mes croyances, personne ne peut influencer ma spiritualité. Donc, je leur ai dit que je ne partais pas. J'ai refusé d'aller à la Mecque avec Ali Bongo parce que je ne comprenais pas à quel moment la limite entre mon cadre professionnel
Et ces choses-là interagissaient où quelqu'un peut se lever le matin et dire demain tu vas à la Mecque. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça a tenu un mois où j'ai eu toutes les pressions du monde au palais. J'ai tenu, j'ai dit je n'irai pas, je n'irai pas. Et donc ça faisait mauvais genre et puis donc la décision a été prise de m'écarter de la présidence et tout. Donc de cette traversée du désert volontaire que vous avez vécu, donc fin des années 2019-2020, il y a l'élection présidentielle de 2023. Vous avez dit lors d'une interview que vous avez donnée à Urban FM que vous avez déjà plié bagage, vous et votre famille, et que vous étiez à l'étranger quand le coup d'État se produit. Le régime dans lequel on était ne supportait pas, comme vous dites si bien, les affronts. 2019, je démissionne. Je fais 2020, 21, 22, 23. Je gère mon petit restaurant et ma boîte de nuit parce que je voulais pas avoir de marché d'État. Je voulais pas dépendre d'une entreprise. Quelqu'un allait passer un coup de fil pour lui dire il faut lui couper le marché. Donc, je me suis dit, je fais un B2C, un business to customer, où je sais qu'on peut pas convaincre tous les Gabonais de ne pas venir manger chez moi. C'est ça la logique du restaurant et de la boîte de nuit. Quand la campagne s'approche, commence à revenir vers moi pour le rôle de porte-parole, aller sur les plateaux et je leur dis, je pense que ce n'est plus jouable après l'AVC d'Ali Bongo Ondimba de continuer parce que ça se voyait bien qu'il n'y avait plus grand commandant à bord. Donc, j'ai préféré démissionner du PDG un mois et demi avant l'élection présidentielle pour que mes positions soient claires, soient connues et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parce que le danger, c'était de les laisser aller aux investitures pour les législatives puisque c'était Élection générale. Donc, voilà. Donc, j'ai démissionné du PDG à ce moment parce que je ne voulais justement pas avoir à être embarqué dans ce qui m'apparaissait comme un mouvement suicidaire et je le leur ai dit. J'ai commencé à recevoir une fois de plus toutes les menaces du monde. Vous avez bien vu, depuis que je suis passé sur Urban FM, comme par hasard, les notions de détournement de la GOC commencent à ressortir et ainsi de suite. Donc, c'est ce petit chantage auquel les gens jouaient et c'était devenu un peu plus pressant sur ma femme et mes enfants. J'ai vendu 2-3 petites activités et puis on est venu s'installer à Reims. Puis, je me suis dit, on va voir s'il y a quoi que ce soit de trop compliqué, on envisagerait de rester là-bas. Comment vous arrivez dans le cercle restreint du président de la transition, Patrice Oligui Nguema? Je sais que quand vous étiez en France, vous avez été contacté quasiment dans les premières heures par le président de la transition et vous rentrez à Libreville très vite. Comme j'avais peur d'être arrêté, et à l'époque, c'était soit la GA, soit le B2, soit la DGR, soit les services spéciaux, je me suis dit, je vais le voir. J'ai demandé à le rencontrer. C'était la première fois qu'on se voyait d'ailleurs. On n'avait jamais échangé, si ce n'est furtivement dans une cérémonie, mais de voir mon général, rien de plus que 5 minutes. Je suis allé le voir, je lui ai donné tous les documents que je vous ai donnés là, sur les détournements et autres, en lui disant, je sais que l'un de vos services sera chargé de venir m'arrêter puisque j'avais une interdiction de sortie du territoire qui d'ailleurs a sauté, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit, mais voilà ce que moi je peux vous dire sur ce qui s'est passé à la GOC, voilà les preuves, voilà les évidences. Et je lui ai dit que mais si post-élection, je suis encore au Gabon, il se peut que je fasse tout pour paralyser le pays via la voie syndicale. Donc si vous remarquez bien, avant l'élection, j'étais reparti à l'ONEP déjà. Je voulais reprendre un peu de sérieux parce que j'étais décidé à juste faire quelque chose parce que j'estimais que ça ne pouvait plus durer. Vous étiez arrivé jusqu'au point de vouloir participer à faire chuter le régime qui vous a quasiment tout donné. Je suis allé le lui dire, mais non, le régime ne m'a pas tout donné. Mais vous avez aujourd'hui un parcours qui fait que vous êtes l'un des hommes les plus outillés et les plus affûtés. Et ça, c'est parce que vous avez eu justement la chance d'avoir été nommé à des postes très stratégiques et tout le monde ne l'a pas eu. Donc forcément, vous avez été un enfant relativement gâté par le régime Ali Bongo. Je ne me suis pas fait parrain, je me suis fait tout seul. Non, ce que je veux dire, c'est que donc, je n'estimais pas que quand on venait me chercher, on me rendait service. On venait me chercher parce que j'avais la compétence pour faire. Je travaillais, j'étais rémunéré pour un travail. Je vous ai dit, je n'entrais pas dans la vassalisation parce que je suis nommé, ça veut dire que je suis un assujetti et que je dois accepter que la collaboratrice de la fondation de Sylvia vienne me menacer dans mon bureau. Lorsque le général, le 30 août, pose cet acte, il a quand même besoin autour de lui de personnes dont il connaissait déjà l'état d'esprit à ce moment-là. Dans la partie civile, il va chercher les gens, comme vous avez vu, Maïs Mouissi, Laurent Arnaud Nganji, parce que nous étions déjà quand même un peu dans la contestation. Nous n'allions pas nous retourner pour dire on essaie de sauver qui que ce soit, bien de boycotter ses débuts. Lorsque vous êtes nommé par le président Oligui, vous revenez à la présidence en tant que conseiller chargé des hydrocarbures, c'est bien ça?
pétrole, mine. Vous êtes donc un conseiller qui a un département relativement important et vous devez faire la jonction avec le ministre du pétrole. Ce n'est pas le rôle du conseiller spécial. Et je pense que c'est justement l'un des travers de l'ancien fonctionnement, c'est que les conseillers spéciaux devenaient les interfaces des ministres. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est le président qui nous déclenche. Il reçoit un dossier, il nous le transmet, nous l'analysons. Nous sommes une boîte noire. Le président nous donne un dossier, on le traite, on le lui restitue en disant voilà nos avis. Vous êtes Ensuite, là pour lui, nourrir sa réflexion. Nourrir sa réflexion, un point trait. Nous ne sommes même pas autorisés à signer un courrier qui sort de la présidence de la République. Ce que les autres faisaient, c'était leur indiscipline à eux, mais le général a insisté dès le début que les conseillers spéciaux n'étaient que des boîtes à réflexion et c'est ce à quoi je me suis cantonné et je suis beaucoup plus à l'aise dans cette fonction d'influence, d'analyse que d'être au devant de la scène. Le président Oligui met très souvent en avant dans sa politique de nationalisation le rachat de la société pétrolière Assala. Vous avez été au fait de ce dossier. J'ai cru voir un article passé il y a quelques semaines disant que Gunvor, qui est donc le partenaire financier de l'État gabonais pour le rachat d'Assala, il y a une mésentente entre les deux parties pour pouvoir justement réfléchir au top management et surtout aux objectifs qui seront donnés à cette société. Est-ce qu'il n'y a pas eu la charrue avant les bœufs? Il faut comprendre une chose simple. Coup de libération, c'est le 30 août. En potassant dans les dossiers que le président a reçus, il se rend compte que depuis le 15 août, la société Assala a saisi le gouvernement pour annoncer qu'ils étaient sur le point de vendre leurs actifs à la société Morel et Prom. Il y avait un droit de péremption que l'État... L'État est prioritaire dans cette transaction. Mais lorsque vous arrivez au pouvoir et que vous savez que les permis changent de main une fois tous les 20, 25 ans, 30 ans, c'est un alignement des astres que vous devez regarder comme tel en vous disant il y a un changement de régime et on a une opportunité de saisir tout de suite un point important de notre activité économique. Donc, il a saisi cette opportunité et on a même failli le rater parce qu'il a fallu son insistance et je dis son leadership parce que le montage financier a été compliqué. Non, c'est un montage financier hyper simple en fait. Non, mais qui a été compliqué à mettre en place. Il faut que vous compreniez que lorsqu'on vend le pétrole, celui qui détient la ressource fixe le prix. La même raffinerie, si vous lui donnez deux bruts différents, aura un rendement différent pour chaque brut, d'accord? Ça veut dire qu'une raffinerie A, si vous lui donnez un baril de Rabi, un baril de Forcados, l'un va lui donner 40% de pétrole, l'autre va lui donner 50% de pétrole. Et c'est pas la même façon de traiter. Donc, certaines raffineries dans le monde ont été designées pour avoir le rendement le plus important avec le Rabi Blend. Le Rabi Blend, il n'y a que nous qui le fournissons. Dès le moment où vous tenez l'entièreté de la production, vous contrôlez aussi un peu la raréfaction de la matière première sur le marché. Donc, vous allez gagner de ce côté. Donc, Gunvor a un intérêt parce que eux, c'est des traders. L'intérêt du trader, c'est d'avoir le maximum de volume sous son contrôle. Donc, Gunvor, voyant l'opportunité d'avoir tous les volumes de Rabi sous son contrôle, décide d'accompagner la République dans l'acquisition. Mais ce montage est des plus simples au monde. Ce qui est dit, c'est que l'État a besoin d'1 milliard de dollars. Nous vous donnons 1 milliard de dollars. Nous avons l'exclusivité pendant 5 ans de la commercialisation du Rabi. Et chaque fois que nous vendons un bateau de Rabi, nous récupérons l'équivalent du montant à rembourser sur le milliard de dollars que nous vous avons donné. Qu'est-ce qu'il y a de complexe là-dedans? Le montage financier, c'est ça. Et donc, Gunvor n'a aucun élément de gouvernance. Gunvor n'est pas au capital de la GOC, c'est interdit par la loi. Gunvor n'a pas d'élément de gouvernance. Gunvor ne gère pas la GOC. La seule chose, évidemment, c'est que Gunvor va avoir un droit de regard sur votre stratégie. Si la production se casse de 50%, ils vont vous dire, écoutez, vous allez avoir du mal à nous rembourser. Mais ça se limite à ça. C'est juste un contrat de vente à terme. On peut comprendre l'état d'esprit dans lequel vous avez été à la présidence à ce moment-là, d'avoir à faire cette transaction. Je reprends cette expression de la charrue avant les bœufs dans le contexte dans lequel on était à ce moment-là. 1 milliard de dollars pour une société comme Assala, était-ce vraiment la chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet d'aubaine sur lequel vous avez sauté? Il va y avoir des conséquences du fait de cet investissement qui n'était pas prévu et qui va coûter relativement cher à l'État gabonais pour une société dont on n'est pas certain qu'elle ait un rendement à terme qui permettra d'être totalement profitable.
mais quelqu'un d'autre était sur le point de l'acheter. Ce quelqu'un s'appelle Morel et Prom. Donc, ce que je vous dis, c'est que cette société est très, très, très rentable. La problématique n'est pas là. La problématique, c'est le gabono-pessimisme de dire nous sommes incapables de faire. Mais je viens de vous dire que depuis 2016, GOC est géré à 100% par des nationaux. Le personnel d'Assala, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des hommes comme vous et moi. Donc, je vous dis à titre personnel, c'était jouissif de racheter Shell Gabon. Parce qu'Assala, c'est Shell Gabon. Ensuite, à titre national, vous avez un État pétrolier qui a 20 000 barils par jour de produits sur une production totale de 200 000. Nous ne pesons rien du tout. Le Nigeria détient plus de 50% de tous les permis pétroliers de son pays. Et ce que les gens font, c'est souvent quoi? C'est de nous comparer à Dubaï, de nous comparer aux Émirats en disant les autres sont des pays pétroliers. Non, on n'est pas pareil. À Oman, par exemple, si vous arrivez, vous êtes Shell, Total, qui vous voulez, ils vont vous dire, vous avez que 40%. Minimum 40% doit être détenu par une société de droit détenue par des Omanais. Mais M. Nganji, ce n'est pas à l'État de se substituer au secteur privé. Attention, l'État n'a pas racheté Assala, c'est Gabon Oil Company. Mais Gabon Oil Company, c'est une société parapublique, donc c'est également l'État gabonais, et c'est un peu une dette cachée que vous avez constituée. Ok, c'est la GOC qui est en ligne de mire, c'est elle qui s'est endettée, mais ça reste l'État gabonais qui a prise sur les décisions qui sont prises par cette société, et donc c'est un risque qui est pris alors que l'État sort totalement de son rôle. De façon technique, le risque, vous le voyez. La société GOC a acheté Assala. Assala est un champ mature comme tous les champs matures du Gabon. Et donc, pour booster la production, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on appelle secondary recovery, à savoir de la récupération secondaire. Soit vous faites du gaz lift, soit vous faites des ISP, soit vous faites des workovers, soit vous faites du fracking, de la perforation. Enfin, vous devez travailler sur les puits. En face de ça, vous avez entendu que là, il y a 2 semaines, on a racheté la société SMP. La société SMP est une société de forage. GOC est le seul client de SMP. Dans certains pays, lorsque vous faites la consolidation d'une entreprise, on va vous dire les entreprises pour lesquelles vous êtes le seul client, vous devez consolider leurs risques dans vos risques, n'est-ce pas? C'est presque comme si vous étiez propriétaire de l'entreprise, puisque dès que vous leur arrachez la commande, ils font faillite. Donc, quel est l'intérêt de GOC de dépenser quasiment 20 milliards par an avec du forage sur SMP alors qu'on peut l'acheter pour moins que ça? Donc, on a acheté SMP. Ça vous montre bien que la GOC a une vraie stratégie de dire, nous avons acheté un champ mature, nous allons avoir besoin d'investir ou d'avoir de grosses campagnes de workover sur nos puits. Plutôt que d'avoir des contrats de service, on achète une société de forage qui va exécuter notre programme de workover et pourquoi pas attaquer les programmes de workover d'autres sociétés. C'est une stratégie limpide. Maintenant, la seule chose que les gens voient, c'est de se dire, c'est presque dire aujourd'hui que lorsqu'une société pétrolière a un champ en déclin, c'est la catastrophe. Mais toutes les sociétés pétrolières gèrent le déclin de leur champ. Ce n'est pas un fait lié à la GOC. Grabi Kunga, en 98, quand j'entrais à Shell Gabon, on faisait 250 000 barils. On est à 30 ou 40 aujourd'hui. Donc, Grabi Kunga, même quand c'était Shell et Total et Amerada S, gérait le déclin de sa production au mois le mois. Il n'y a rien d'extraordinaire ou de farfelu pour un pétrolier de dire qu'un champ mature, la chose que vous devez gérer, c'est le déclin de la production. Un champ mature, le risque que vous avez, c'est d'avoir des puits secs. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une aberration technique, c'est le day-to-day, la gestion des champs matures. L'autre acquisition que le président de la transition a faite justement récemment, c'est Tullow. Sauf erreur de ma part, Tullow intervient principalement dans tout ce qui a trait à l'exploration pétrolière. Tullow a en non opéré quasiment 12 000 barils. Donc là encore, vous voyez un peu, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est que moi, j'entends souvent des critiques sur le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et je vous ai dit que l'ONEP m'a enseigné que ce n'est pas les gens qui ont les diplômes là, qui parlent au plus que parfait du subjonctif, qui sont les meilleurs leaders, d'accord? Ce sont des gens qui d'abord sont pragmatiques et qui ont passé leur vie à mener les hommes. Et je vais vous expliquer la partie brillante du rachat de Tullow, c'est qu'on a un risque sur Assala, comme vous venez de dire, qui est de dire la production en déclin. Donc, on doit avoir des ressources pour soutenir nos investissements de ce côté. Tullow, c'est de l'argent, les mains dans les poches. Pourquoi? Parce que Tullow ne fait que du non-opéré. Ça veut dire que Tullow achète des actifs dans des champs qu'il n'opère pas, les autres les opèrent pour eux. D'accord?
Donc là, ce que l'État a acheté, c'est 12 000 barils risque-free parce que c'est d'autres qui opèrent pour nous. Et tout ce qu'on fait à la fin du mois, c'est récolter nos 12 000 barils. Donc, quand vous faites tous vos plans de trésorerie, vous avez encore une garantie supplémentaire que vous allez avoir 12 000 barils de pétrole par jour garantis, par mois plutôt garantis, qui n'ont pas de charge réelle derrière. C'est brillant. Vous achetez le sous-traitant, vous faites une intégration verticale sur le sous-traitant qui vous coûte le plus cher et vous achetez des actifs non opérés pour alimenter votre trésorerie. Je ne sais pas. Moi, j'appelle ça de la brillance. Mais comme vous voyez, c'est que j'entends des professeurs érudits de tout ceci et de tout cela qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Non, monsieur Ngandji, c'est pas ça. C'est justement le droit à ces citoyens d'avoir à s'interroger. Si on ne prend que les acquisitions récentes, on est à plus d'1,3 milliard, 1,5 milliard. Il y a énormément de priorités dans la République. Ça peut être très stratégique. Je le répète, ça a des effets d'aubaine qui peut avoir des répercussions sur notre économie à long terme. Donc... À très court terme, je vous explique pourquoi. Mettez ça en face de la dette dont le président Oligui a hérité. Vous avez un pays qui est asphyxié par sa dette et qui produit 20 000 barils de pétrole. La beauté du geste, c'est qu'en achetant à Salah, vous passez de 20, on a acheté à Salah, on a récupéré au Bangé gratuitement parce que c'était la fin du contrat. On ne parle pas assez d'au Bangé. Au Bangé, c'est, je pense, 10-15 000 barils, je ne sais plus exactement. Là-bas aussi, vous passez de 20 à 80 000 barils. Mais ces 20 à 80 000 barils, c'est 60 000 barils de pétrole en plus. C'est 60 000 barils de pétrole équivalent de trésorerie en plus. Donc, si à 20 000 barils, vous étiez endetté et asphyxié par votre dette, l'acquisition de ces 60 000 barils en plus triple votre trésorerie issue du secteur pétrolier. Donc, ça triple votre trésorerie, mais ça impacte et ça alourdit d'autant plus votre dette. Donc, vous pouvez avoir plus de trésorerie, mais vous allez devoir tout de même... C'est pour ça que je vous dis, sur ces 60 000 barils, vous allez décider de consacrer 10, 15 000 barils, allez même 20 000 barils au remboursement de votre dette. Ça vous fait toujours un gain de trésorerie nette de 40 000 barils. Et donc, si vous aviez vos paliers de remboursement qui vous étouffaient à 20 000 barils, 40 000 barils de plus en net, après avoir éliminé les barils dédiés au remboursement de votre achat, les 40 000 barils vous donnent une bouffée d'oxygène. C'est pour ça que le président parle de restructuration de la dette, de reprofiler la dette, d'ouvrir des marges où il peut trouver des ressources de trésorerie. C'est dans ces barils-là qu'il va aller les chercher. Même si vous prenez 60 000 barils et que vous dédiez 30 000 barils au remboursement de votre emprunt, il y a toujours 30 000 barils nets que vous gagnez qui vous permettent de financer vos activités. Pour ça, je dis, lorsque les gens disent les plans de la transition ne sont pas financés, c'est parce qu'ils ne voient pas ce qu'on fait. Si le Gabon tournait avec juste 20 000 barils de pétrole depuis 10, 15, 20, 30 ans, avec 80 000, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Ngandji, ça c'est effectivement une solution à court moyen terme pour essayer d'accroître d'autant plus la trésorerie et les capacités financières du pays. Très bien. Depuis quasiment une dizaine d'années, si ce n'est plus, le gros serpent de mer est la diversification de l'économie. Quand on sait qu'il y a de plus en plus une transition énergétique, que même les plus grands producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela ont décidé de prendre un tournant pour justement sortir de ce tout pétrole, que propose le candidat Brice Oligui Nguema pour diversifier au maximum notre économie, faire en sorte qu'elle puisse être protégée des coûts qu'il peut y avoir au niveau géopolitique, l'augmentation, la baisse des cours du baril de pétrole. Quand va-t-on sortir de cette malédiction des ressources naturelles? D'accord. Je suis surpris que les gens ne voient pas Belinga arriver comme étant l'une des premières sorties, même pas la première, la sortie par excellence de la dépendance du pétrole, ce sera d'abord Belinga. Assala nous a coûté 1 milliard de dollars. Le projet Belinga, c'est 26 milliards de dollars. Donc, le projet Belinga, c'est 26 Assala. Je ne sais pas si le Gabonais réalise qu'en un claquement de doigts, on va descendre à 5%, 10%, 15% peut-être du PIB. Parce que la mine de fer va être le moteur de notre diversification demain. Mais ça reste encore l'exploitation des ressources naturelles, à nouveau. Non. C'est pour ça que je vous ai dit, attention. Si vous regardez le schéma du chemin de fer Belinga-Mayumba, on va passer par Boué. Vous avez le manganèse qui passe par Boué. Donc, vous allez avoir un hub de transformation à Boué. On n'est plus en train de faire juste de l'exploitation. Ce qu'on dit, c'est qu'on a du manganèse à foison, on a du fer. Les deux lignes de chemin de fer vont se croiser à Boué. On aura un pool logistique à Boué où on va faire de la première transformation in situ. Mais si vous regardez les trois projets, Belinga,
chemin de fer Belinga-Mayumba, le port en eau profonde de Mayumba, le barrage hydroélectrique de Boué avec son interconnexion au Cameroun et à la Guinée équatoriale, nos pays frères. Est-ce que vous imaginez qu'on va tourner à 10, 15 points de croissance pour les 10 prochaines années? On aura plus de croissance qu'on ne saura quoi faire avec. Monsieur Ngandji, oui. excusez-moi de vous couper. Effectivement, Belinga peut avoir un attrait très important. Mais le gros problème, c'est qu'on a pris énormément de retard avec ce projet. Les Guinéens sont en train de créer la mine de Simandou. Ils sont très avancés. Il va falloir gagner en temps et être les premiers à pouvoir exploiter justement ces minerais, ce minerai de fer. Parce que sans quoi, si ces trois projets se font... Non, il faut que vous compreniez que je vous ai dit, c'est comme les raffineries. C'est comme les raffineries. Les raffineries sont designées pour un brut précis. Fortescue est l'un des géants miniers au monde. Lorsque Fortescue se lance, ils ont leur circuit à eux. Ils ont leur schéma, ils ont leurs clients, ils ont des clients qui sont déjà engagés dans ces projets-là. Il ne faut pas croire que l'un est en compétition forcément avec l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, nous ne sommes pas dans une logique qui est de dire que parce que les uns développent leur... On a des mines au nord du Gabon, de l'autre côté, au Cameroun. Ils sont aussi en train de construire une ligne de fer pour aller vers Kribi. Ça ne veut pas dire que le Gabon doit arrêter de pousser son économie et de développer son économie. L'un des éléments de la vision du président Oligui, c'est de dire le Gabon est situé de façon idéale à 300 millions de consommateurs demain. Si vous prenez l'Europe, l'Europe est construite. Vous prenez l'Asie, l'Asie est construite. Vous prenez les États-Unis sont construits. Selon vous, où est-ce que nous allons trouver les besoins qu'il y aura en acier demain? Où est-ce qu'on va chercher à construire des gratte-ciel demain? Donc, on est dans un positionnement stratégique sur le moyen terme en se disant, lorsqu'on commence à développer une industrie de ferro-manganèse, une industrie de sidérurgie au Gabon, on touche 300 millions de consommateurs, on touche 300 millions de personnes, on touche une quinzaine de pays qui sont sur le point d'entrer dans une phase émergente où ils vont commencer à construire et avoir besoin de ce qui sera produit au Gabon. Donc, on ne peut pas se permettre de rater le coach, justement. On ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps parce qu'il y a des sceptiques. C'est pas ma question de scepticisme. Il y a une réalité, une contrainte économique qui s'impose à tout le monde. Si il y a un excès de pétrole de fer sur les marchés, les cours vont être très bas. Et donc, ça reste très peu profitable. Vous avez dit qu'il y a un besoin important en investissement pour pouvoir justement faire cette exploitation du fer de Belinga. Ça va coûter très cher. Et donc, si en plus, en contrepartie, vous vendez le fer à vil prix, et je reprends ma question, que faites-vous pour la diversification de l'économie? Parce que le plus important, ça va être de transformer ces matières premières sur place pour pouvoir les revendre à un meilleur prix que si ce n'était que des minerais bruts. Ma préoccupation à ce niveau-là, est-ce qu'on a conscience de cela? L'idée de la transformation, je vous l'ai donnée. Je dis, on va redire la même chose 50 fois, mais ça ne changera pas. Ce que je vous ai dit, c'est que si vous voulez maximiser la valeur de votre manganèse et de votre fer, vous allez vers le ferro-manganèse, vous allez vers la sidérurgie. D'accord? C'est ce vers quoi nous sommes en train d'aller. Donc ça, c'est la diversification de l'économie, c'est la transformation. L'autre élément d'information peut-être, mais est-ce que vous avez remarqué que ce sont les producteurs qui contrôlent les prix? L'OPEP contrôle le marché du pétrole. Vous ne verrez jamais, et chaque fois que le marché fait des soubresauts, les grands producteurs s'arrangent toujours à tirer leur épingle du jeu. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est juste que le Gabon entre dans ce carré des grands producteurs de fer pour avoir sa place à la table et avoir son mot à dire lors des discussions. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus, parce que pour dire que l'inquiétude qu'il y a sur ce genre d'industrie, c'est lorsque la croissance des pays moteurs tels que la Chine se casse la figure. D'accord? Or, nous, on est en train de se positionner pas sur la croissance des pays comme la Chine, mais sur la croissance des pays africains. Il y a tout à construire en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la visibilité sur les besoins en fer, sur les besoins en acier, sur les besoins en manganèse des 15-20 prochaines années, elle est africaine.
Et c'est pour ça que toutes les questions d'interconnexion par la route, par ceci, des pays ne fût-ce que de la zone CEMAC prend tout son sens. Donc nous, on a les deux ressources au même endroit. Il y en a qui vont développer juste du fer. Nous, on a et le fer et le manganèse. Un autre sujet d'importance, sans quoi tous ces projets ne peuvent pas voir le jour, le déficit énergétique que connaît la République gabonaise. Un autre serpent de mer dont on a énormément de mal à pouvoir en sortir. Le général Oligui a donné l'impression de naviguer un peu à vue quand on voit les différents administrateurs directeurs généraux de la SEG qui se sont succédés, en donnant même le sentiment que c'est en changeant des têtes qu'il va y avoir peut-être du changement à la SEG. Quelles sont les actions qui vont être mises en place pour doter le pays d'infrastructures modernes, d'infrastructures énergétiques modernes, permettant de rattraper les 30 ou 40 années de retard et préparer le pays pour les 30 prochaines années? Que prévoit le général Oligui dans ce secteur? La SEG a en possession, en actif immobilisé au haut du bilan de la SEG, 80 mégawatts de turbines en panne. L'une des stratégies, c'est déjà de faire les grandes maintenances de ces machines et de les remettre en service. La problématique qui s'est posée au président Oligui, c'est que ces réparations vont nous prendre 12 à 15 mois, si tout se passe bien. Pendant ces 12 à 15 mois, nous avons besoin d'avoir une énergie de remplacement pour permettre d'éviter les délestages. Car Powership. La problématique qu'il y avait avec Agreco, c'est que Agreco nous fournit 100 mégawatts, mais c'est 100 mégawatts par 100 générateurs. Ça veut dire que vous avez des petits générateurs d'1 mégawatt, 1 mégawatt qui vous font 100 mégawatts. Ce qui se passait, c'est que chaque fois que vous allez avoir, allez, je donne un exemple pour être le plus limpide possible, si vous avez un orage, ces petits générateurs qui ont des protections très basses sortent du réseau en premier, d'où le délestage. Donc, il était question de dire, OK, la solution à Agreco a montré ses limites parce que à chaque fois qu'on a des orages ou des perturbations sur le réseau, ces petites machines, ces 100 petites machines s'arrêtent les premières. Une fois qu'on redémarre le réseau, on doit redémarrer les grosses machines et ensuite faire monter chaque machine l'une après l'autre pour que les 100 mégawatts arrivent en ligne. Donc, vous avez la solution qui sort du réseau tôt et qui met 3 heures à revenir sur le réseau, d'où la durée de délestage. Ce que Car Powership nous offre, c'est 2 fois 70 mégawatts. Donc, on a des machines beaucoup plus stables qui sont au même niveau de fréquence que les machines de la SEG, ce qui fait que le réseau est beaucoup plus stable désormais et subit moins les soubresauts des perturbations sur le réseau. Donc, 2 branches. La première, c'est de dire nous avons besoin de temps pour réparer nos 80 mégawatts que nous avons en propre. Pendant ce temps, les Gabonais souffrent. On prend la solution Car Powership. Elle est un peu onéreuse, certes, mais comme je dis, le bien-être des populations avant tout. C'est pour ça que ce contrat est de 3 ans parce qu'on a 15 mois renouvelables une fois au cas où on a des retards sur nos infrastructures à réparer. Ensuite, on a les projets de Kingele Aval qui vont nous amener 50 mégawattheures. On a des projets de centrales thermiques aussi qui vont compléter. Car Powership aussi et se positionne sur la construction de 150 mégawattheures supplémentaires. Et puis on a le barrage de Boué qui va nous produire jusqu'à 700 mégawatts. Grosso modo, les 1100 mégawatts dont le président parle lors de ses discours viennent de là. Mais comme je vous dis, je répète encore, la stratégie est simple. Pendant qu'on répare les équipements de la SEG, on a de l'électricité de substitution. Pendant qu'on a de l'électricité de substitution, on construit Kingele Aval, on construit 150 mégawatts d'énergie supplémentaire et on construit le barrage hydroélectrique de Boué pour pouvoir avoir maintenant une électricité. Et on interconnecte parce qu'à Poubara, vous avez 40 mégawatts qui sont produits, mais qui ne servent à personne parce qu'il n'y a pas les lignes pour les transporter, ne fût-ce que jusqu'à Lastrouville. Donc ça aussi, ce sont des petits éléments d'aménagement autour de ces projets qui vont avoir lieu. Quels sont les moyens qui vont être mis à la disposition de la République pour pouvoir justement payer ces investissements? Vous avez des investissements importants, on parle de plusieurs milliards. La solution de Car Powership était vraiment la seule solution d'urgence, sauf erreur de ma part. Si la première fois le contrat avec Car Powership a été suspendu, votre nom d'ailleurs a été cité, vous avez été consulté, on avait préféré surseoir au projet de Car Powership. Ce n'est que dans un deuxième temps que la République a décidé de brancher les infrastructures de Car Powership. Tout ceci va pouvoir être financé et comment avez-vous justement prévu le financement de tous ces méga projets? La plupart des projets que je vous citais sont des projets en convention style PPP. Ce que vous allez avoir, c'est que la plupart des projets sont financés par des investissements privés
qui, eux, se remboursent sur la vie du projet. Donc, vous aurez des conventions de 10, 15, 20 ans en fonction des projets et ce qui vous permettra d'avoir vos financements. Nous avons des partenariats publics-privés avec des investisseurs et des pays amis qui se positionnent pour financer les projets et ensuite obtenir l'exploitation derrière. C'est du montage de projets basiques, c'est du financement de projets. Vous avez un investisseur qui, lui, va lever les financements et ensuite, vous lui donnez une convention d'exploitation du projet sur 10, 15, 20 ans et après, le projet revient à la République gabonaise. Mais On quelle est va pas, on votre... ne réinventera pas la roue là-dedans. Mais quelle est votre ambition à la matière? Quand on sait le déficit énergétique qu'on connaît, normalement on est en capacité, si on avait les infrastructures qui le permettaient, de pouvoir produire à peu près 6000 mégawatts. Et là, vous parlez d'arriver à peu près 1200. Ce qui pourrait être très efficient, c'est à peu près 1600 mégawatts. Quelle est votre ambition à la matière pour pouvoir justement faire de la République gabonaise une espèce de puissance énergétique? Là, on a fait par exemple un partenariat avec la Guinée équatoriale pour pouvoir éclairer le nord du pays, mais le Gabon a l'ambition de pouvoir être aussi une puissance qui exporte son énergie. À l'heure actuelle, ce que le président Oligui dit, c'est que dans ces 2 premières années, ce sur quoi il va se concentrer, c'est améliorer les conditions de vie des Gabonais, donc amener les 60-80 mégawatts nécessaires pour stabiliser la fourniture d'électricité pour les citoyens, pour l'électricité civile. Et ensuite, les 1000 mégawatts sont d'abord de l'électricité destinée justement à financer notre diversification économique. Donc, on a d'abord besoin d'électricité nous-mêmes. On aura une interconnexion, comme je vous ai dit, avec la Guinée et le Cameroun, de façon à ce que si ces pays frères ont des besoins comme nous, on a eu besoin de l'appui de la Guinée, ben, le Gabon n'hésitera pas à leur fournir de l'électricité. Mais comme je vous ai dit, il nous manque 60 mégawatts. On est en train d'en construire 1000. C'est largement suffisant aujourd'hui pour financer notre industrialisation et avoir de la marge que l'on peut vendre au moins aux 2 premiers pays que je vous ai cités. Je reprends ma question. La solution K-Powership était vraiment la solution idoine en la matière? Il n'y a personne d'autre qui propose cette capacité-là en installation mobile. Proposez. Moi, je vous dis, je suis preneur d'une solution où vous signez le matin et 2 mois plus tard, elle est à Libreville et elle vous fournit 150 mégawatts. Ça n'existe pas. Ils sont les seuls. Les autres viennent et vous disent on va construire une centrale et ça prend 2 ans. Vous pensez que les Gabonais qui souffraient de délestage et commençaient à avoir tous les jours des appareils grillés, des enfants qui pleurent, des risques de braquage, pouvaient encore attendre 2 ans qu'on construise des centrales, qu'on apparaît au plus pressé. Et K-Powership, pour la flexibilité, la vitesse de déploiement et le côté efficient des installations, parce que ce sont des installations très performantes, était la seule solution qui pouvait être déployée dans les délais qui étaient les nôtres. Il n'y en a pas une autre qui a cette capacité de déploiement et de mise en service quasiment turnkey. C'est une turnkey solution, c'est du prêt-à-porter en fait. Mais qui coûte très très cher, en espérant que ça ne finisse pas en litige in fine. Espérons, comme je vous ai dit, vous avez bien lu partout que j'ai eu mes positions parce que les conditions contractuelles à l'époque, j'estimais qu'elles n'étaient pas favorables à la République gabonaise. Elles ont été revues, mais au début, il était évident que ce contrat n'était pas profitable pour le Gabon. Et donc, la petite crise dans laquelle nous sommes passés, vous aviez des clauses comme quoi, si on ne payait pas K-Powership au bout de 2 mois, ils étaient autorisés à saisir la SCG et tous ses actifs au Gabon. Et comme je vous ai dit, vous avez vu tout mon parcours, il y a toujours ce fil d'Ariane qui est le patriotisme. Il est impossible qu'un dossier qui passe par la présidence de la République avec un président patriote et des conseillers patriotes puisse être validé alors qu'il met à mal la souveraineté énergétique du Gabon. Donc, c'était un de ces points, c'était celui-là. Deuxième point, c'était essentiellement le fait que la SCG qui s'engageait devait d'abord nous fournir les garanties de trésorerie pour justifier sa capacité à fournir le fuel, c'est tout. Parce qu'on ne voulait pas aussi que la SCG s'engage sans avoir fait le montage financier nécessaire pour fournir le carburant aux navires de K-Powership. Quelle est la conception de l'ensemble de ce besoin, aussi bien dans l'éducation, dans la formation, et l'économie soit la plus dynamique possible pour qu'il y ait une création de richesse et une création d'emplois que propose le général Oligui en la matière, à part Taxigam? Je vous ai dit, moi, j'étais premier de classe, je suis allé faire un bac+3. Un bachelor, même si on vient faire des équivalences à l'UOB, on dit que c'est la maîtrise, c'est 3 années d'université. Mais si vous faites la moyenne de toutes mes moyennes de 6e à terminale, ça faisait 16. J'ai choisi d'aller faire 3 ans d'études.
j'ai fini ministre de la République. Donc, il faut aussi éviter le discours élitiste qui est de dire que le Gabon ne va évoluer qu'avec des docteurs en sociologie, en Non, anthropologie, ce en n'est pas ce lettres que j'ai modernes et dit. ainsi de suite. Non, ce que je veux dire, c'est, j'arrive à ce que vous dites, c'est que ce qui manque le plus au Gabon, c'est les artisans. Notre économie est assise sur des hauts cadres qui gèrent du personnel expatrié. Le chômage des jeunes, les jeunes qui cherchent du chômage, ne sont pas des jeunes qui cherchent à tout prix à être directeurs généraux de la GOC. Ce sont des jeunes qui ont envie d'être des électriciens, mais on ne les forme pas. Et le message de Taxi Gab n'est pas l'institution, la première institution que le général veut changer, c'est le Gabonais. Je m'explique. Lorsque vous prenez le taximan, à l'époque, Omar Bongo avait aussi offert 1000 taxis à des jeunes Gabonais, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont fait, c'est que les jeunes Gabonais allaient s'asseoir au café à Pélisson et puis ils prenaient un de nos frères camerounais, nigérians, ils lui donnaient le taxi et ils attendaient la recette le soir. Parce que dans le subconscient collectif, être taximan était comme vous dites, un métier, oui, qui ne semblait pas glorifier celui qui le pratiquait. Or, ce que le général veut changer avec Taxi Gab, ce n'est pas juste dire le Gabonais doit faire taxi, c'est de dire si vous changez votre perspective sur la vie, si vous changez votre perspective sur comment vous regardez les métiers pour lesquels nous avons besoin de ressources, il se peut que vous y trouviez du bonheur et même de la richesse. Et vous allez voir que ce qui se passe dans les taxis gabonais, c'est vraiment magnifique pour moi. C'est ce changement d'institution dans la tête du Gabonais qui arrive. C'est que vous voyez un Gabonais qui a une cravate, qui a un nœud papillon, il est au volant de son taxi. C'est cette fierté que le Gabonais doit avoir à faire des métiers autres qu'être ingénieur et directeur que le président essaie de nous inculquer. Il faut regarder au-delà du taxi en vous disant, une fois que le Gabonais commence à voir qu'un de ses frères est heureux en étant chauffeur de taxi, il va se dire, je peux être heureux en étant caroleur, je peux être heureux en étant plombier, je peux être heureux en étant électricien. Monsieur Ngandji, j'ai loin de moi la volonté d'avoir un sentiment un peu réducteur, d'autant plus qu'on peut commencer en tant que chauffeur de taxi, être très installé après dans le secteur Et en avoir des 10 demain. transports, voilà, et se développer, être un champion national. Beaucoup ont commencé d'abord avec des petits métiers, et c'est une fois qu'ils ont été confrontés justement à la gestion, qu'ils ont eu une activité en main, qu'ils ont pu justement s'installer et grandir et grossir. Sur le principe... Je vais vous raconter une anecdote de la GOC. Je suis arrivé un jour et j'ai trouvé la dame de ménage en pleurs parce qu'elle était affectée par un problème avec son fils qui est DREPA. Elle était en larmes et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle venait me voir et je lui ai dit de façon brutale que moi je ne fais pas les trucs des autres DG qui donnent l'argent au personnel tous les matins. Et je lui ai dit vous avez un salaire, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui mais monsieur je fais quoi avec 120 000? Et puis je la regarde, je dis comment ça 120 000? Je lui dis la loi dit au Gabon le salaire c'est 150 000. Elle me dit non, le monsieur c'était un expatrié malheureusement pour nous, un Français je pense, ou il était français, quelque chose comme ça, et qui les employait. Et puis je l'ai reçu au bureau, je lui ai dit comme vous savez que la loi au Gabon dit que c'est 150 000. Il me dit oui, mais moi patati patata, enfin on ne s'est pas accordé, donc j'ai rompu le contrat. Et j'ai dit aux dames des ménages, est-ce qu'il faut que quelqu'un vous dise comment faire le ménage de la GOC? Elles m'ont dit non. 2 mois après, j'ai fait un voyage en France, je leur ai acheté de l'équipement de nettoyage, je leur ai monté une société de nettoyage et je leur ai confié la gestion. Il y a une amie et sœur à moi, que Vanessa Adandé, vous savez, Vanessa a dit, elle a un cabinet comptable Ellipsis, vous pouvez la contacter. Et je suis allé la voir en disant, parce que je connais la rigueur de Vanessa, et je lui ai dit, écoute, j'ai ce projet-là avec les dames de ménage, avec les coursiers, j'ai besoin que tu assures la double signature sur leur compte. Donc, la GOC a payé le cabinet Ellipsis pendant 5 ans pour que Ellipsis accompagne cette dame de ménage à monter sa société de nettoyage. 5 ans après, elle avait, je pense, 60 millions en DAT et une quarantaine d'employés. Donc, je vous dis, c'est ça le message qui m'a séduit chez le président Ligui, c'est qu'il faut qu'on donne aux Gabonais une perspective différente de ce qu'ils peuvent faire en faisant des petits boulots, de là où ils peuvent arriver en faisant des petits boulots. C'est une dame de ménage qui aujourd'hui est chef d'entreprise. Son entreprise s'appelle Net Service. L'autre entreprise, c'est Arthur Evuna. Il a Evuna Express. Il fait maintenant des livraisons partout dans Libreville. Et vous voyez bien que ce ne sont pas des docteurs, ce ne sont pas nos amis qui aiment parler au subjonctif, comme je dis. Ce sont des petits métiers qui finissent par être autonomes et acheter une deuxième moto, acheter un petit véhicule. Elle a aujourd'hui un Renault Partner, elle a 40 salariés et elle a un DAT et elle avait fixé son salaire à 250 000.
C'est de belles histoires comme ça que le général veut raconter aux Gabonais sur ce qu'on peut faire en valorisant juste les métiers que les autres font. Vous savez, quand j'ai ouvert Big Mama, c'est parce que Big Mama a commencé en vendant le mouton en paquet. Là. Et quelle a été la première difficulté que j'ai eue? C'est trouver le papier d'emballage. C'est des aliments pour les volailles que la SMAG ramène. Essayez d'appeler quelqu'un à Libreville et dites-lui d'aller en acheter. Nos frères ouest-africains ont fait de ça un business fermé, opaque. Aucun Gabonais n'entre dedans. Si vous voyez que les autres arrivent à verrouiller jusqu'au papier d'emballage, à la commercialisation du papier d'emballage de couper, c'est parce qu'ils réalisent qu'il y a une richesse qu'on peut faire là-dedans. Mais si vous dites à un Gabonais, va à la SMAG, récupère ce papier-là, crée une petite filière pour alimenter les vendeurs de couper, il va vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Là où d'autres se font des fortunes. C'est ça le message de Taxi Gab. C'est pas juste dire que le Gabonais ne peut faire que chauffeur de taxi. C'est vraiment dire, si vous regardez ces métiers sous un prisme différent, vous verrez que vous pouvez construire des montagnes avec. Sur le principe, on comprend justement qu'il est nécessaire d'avoir à se réapproprier ces secteurs et de faire en sorte justement qu'énormément de Gabonais puissent sortir de l'oisiveté. Si on crée de la richesse et que de plus en plus de gens travaillent, c'est l'économie qui s'en porte bien. Donc sur le principe, aucun problème. Mais c'était surtout sur la conception plus large, plus complète de qu'est-ce qui est conçu, à part ces projets qui peuvent être des symboles. Il a une initiative dont je ne peux pas parler maintenant parce que c'est son annonce à lui, mais cette initiative va révolutionner le rapport des jeunes avec la formation et l'acquisition d'expérience en tant qu'artisan. Je préfère m'arrêter là. Dans 2-3 semaines, vu qu'il va gagner le 12, juste après l'élection, vous verrez. Ça va être juste révolutionnaire. Et je vous dis, cette initiative-là, si les compatriotes se l'approprient, ça va être extraordinaire. Attendez juste. Cette partie-là, c'est le tour d'honneur du vainqueur du 12 avril. Je préfère vous annoncer ça comme ça, que ça c'est le final lap. Quand on a gagné et on fait un petit tour pour célébrer, ce sera ça l'annonce à ce moment-là. Au lendemain du coup d'État, le général Oligui a justement voulu impulser une certaine rigueur, un certain dynamisme et malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Les scandales de détournement, de corruption n'ont jamais été aussi importants que pendant la transition. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a justement des trous dans la raquette de ce côté-là, que malheureusement, le côté militaire ne fait plus peur et ça a eu un effet pervers sur l'ensemble de la transition? Une fois de plus, lorsqu'on a préparé l'émission, je vous ai dit que je vous dirai les choses comme je les vois. Et certaines des positions sont les miennes. Donc, ce que je vous donne, c'est ma position en tant qu'Arnaud Nganji. Elle n'engage pas le président. Et je vais caricaturer. Dans les villages, si vous voyez une jeune fille se faire approcher par un vieux croulant un peu sale et il lui dit « Ma chérie, je veux te voir, allons boire un verre », cette fille va souvent lui dire « Ah, le vieux Moussavou, le vieux et Nganji, là, tu me fatigues, tu penses que moi, je peux être ta copine. » Vous voyez un peu la scène. Emmenez le vieux en brousse et ressortez-le de la forêt avec ses apparats de maître Ndjobi ou de maître Bouitis. Et il revient parler à la même fille. Quelle sera son attitude? Le côté respect va revenir tout de suite, on est bien d'accord. Et je pense que ce que les détracteurs du général font, c'est d'essayer justement de faire en sorte que ces apparats de maître Ndjobi, pour lui, c'est le treillis militaire. C'est le militaire qui a pris le pouvoir. C'est le militaire qui a inspiré la confiance. C'est le militaire qui a inspiré l'espoir chez les Gabonais. Et on essaie justement de le contraindre dans des choses qui ne sont pas lui par des grands discours totalement fallacieux, pour que justement, il parte de cette idée de la rigueur militaire vers ce que nous, les civils, on aime faire. Et c'est ça là où nous, autour du président, on s'assure que le fait qu'il se soit mis à la disposition de la République pour briguer la magistrature suprême ne lui fasse pas perdre les valeurs que l'armée lui a inculquées, parce que ce sont ces valeurs dont nous avons besoin. C'est toujours mon avis personnel. Je mets toujours qui que ce soit au défi de me montrer à travers le monde. Si vous prenez la France, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, États-Unis, Statue de la Liberté, Washington Memorial. Vous prenez tous les pays du monde que nous regardons comme étant l'objectif à atteindre. Aucune des choses qui fait la fierté de ces pays n'a été construite par des régimes faibles ou par des démocraties. La démocratie est un accomplissement. La démocratie, c'est l'objectif que nous essayons tous d'atteindre. Vous parlez comme Ibrahim Traoré. Je pense que s'il le dit,
ils partagent la vision d'un Arnaud Ngandi qui est de dire, regardez, on a fait, je vous donne une anecdote qui m'a choqué. Maître Park, tout le monde en a entendu parler, n'est-ce pas? L'ancien agent Maître de Park, sécurité d'Ali Bongo? oui, le Coréen. Quand je discutais avec lui au palais, il me dit, Arnaud, la première fois que j'ai vu un centre commercial, c'était au Gabon. Vous connaissez le nom de ce centre commercial? Molo? Mbolo. Le premier centre commercial, grand centre où on achète des trucs que Maître Park a vu, c'est Mbolo. Est-ce que vous êtes conscient que Mbolo n'a pas changé, n'a pas ajouté 5 mètres à son établissement depuis les années 70? La Corée a un métro. Celui qui a fait passer la Corée des années 70, où il n'avait même pas Mbolo au métro, c'est un dictateur du nom de Park. Donc, il faut des hommes forts à la tête de nos États parce que le laxisme, le petit désordre dont vous parlez là, s'installe lorsqu'on veut être trop dans la peau des civils et on est arrivé. Vous avez vu lors des réformes institutionnelles, tout le monde s'accorde pour dire que la Constitution de 91 est la meilleure que ce pays ait eue. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça comme moi. Oui. De 91 à 2023, citez-moi un immeuble de 5 étages que le Gabon a construit. De 91 à 2023. Mais monsieur Nkanji, donc, si on vous comprend, il est nécessaire d'avoir une espèce d'autocrate du moment qu'il est éclairé. Le général Luigi a eu 18 mois, une marge de manœuvre très importante, les résultats ne sont pas probants. Là, il est en train d'enlever le treillis. C'est une fois qu'il deviendra, puisqu'il dit qu'il est civil, qu'il va pouvoir avoir la marge de manœuvre de pouvoir... C'est comme si vous me disiez que M. Ngandi, vous avez trouvé GOC à moins 65 milliards de dettes, 40 à 30 au bout de 2 ans, vous avez échoué. Est-ce que nous sommes conscients de là où nous étions? Est-ce que nous sommes conscients du chaos? Le chaos, les guerres, le désordre, c'est toujours là où les gens essaient de se faufiler pour s'enrichir. D'accord? On se dit, pas vu, pas pris. Donc, il est évident que certains qui ont les habitudes, qui ont la dent longue, se sont dit pendant les 12 mois qui ont suivi la transition que oui, non, en fait, c'est encore la même chose. Et on va encore dire que non, si vous voulez, on vous vire. On va encore dire que non, si vous voulez, on vous tape dessus, mais il suffira que je m'entende avec celui qui va me poursuivre pour que je lui donne un petit bifton sur le côté et puis il va se taire. Donc ça, là, ce sont des habitudes qui ont 50 ans. Vous n'allez pas, et pour ça je vous ai dit, mon acquis de la transition, c'est le changement de l'institution, l'homme gabonais. Vous n'allez jamais, vous pouvez donner aux Gabonais les meilleures institutions du monde. Si on n'a pas changé nos mentalités, si on n'a pas restructuré, reformaté le mindset du Gabonais, que ce soit par rapport aux petits métiers ou par rapport à la République elle-même, ce qui est la valeur du militaire, on pourra lui donner toutes les constitutions, tous les textes, toutes les institutions du monde, on n'aura jamais de résultats. J'ai une femme, en 2009, je faisais la campagne pour Ali Bongo déjà à l'époque, et puis on arrivait à venir voir et on discutait avec une dame, et elle était critique du PDG, mais je vous promets qu'elle ne pouvait pas nous voir en photo. Et donc je lui dis que, mais madame, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne pouvez pas venir à un meeting du PDG et être véhémente, à la rigueur, insultante. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, après le meeting, est-ce que je peux vous voir? On s'est vu après le meeting, elle m'a emmené chez elle. Arrivée chez elle, elle m'a montré la table, et elle m'a montré les marques d'eau qui arrivaient au niveau de la table de son salon. Elle dit, voilà jusqu'où l'eau monte quand il pleut dans mon quartier. Elle dit donc, je mets le matelas sur la table et je dors avec mes enfants sur un matelas posé sur une table. Elle dit, je vous déteste, mais vous êtes les seuls qui pouvaient, pendant la campagne, pas après la campagne, aller déboucher le caniveau qui est là-bas et nous mettre une buse. Donc, je viens parce que moi, j'ai besoin de ça. Et cette réalité de ce que nos populations vivent fait que si vous vous contentez de dire on va donner des institutions, on va donner des grands textes, on va donner des grandes lois, et vous n'allez pas changer les mentalités, vous allez voir qu'on va retomber dans les mêmes travers. Pourquoi est-ce que vous pensez que Port-Gentil est considéré comme une ville insulaire? Parce que le pouvoir d'achat à Port-Gentil est différent de partout ailleurs au Gabon. Les gens qui mangent, qui peuvent payer leur loyer, quand vous venez les voir, vous n'amenez pas un carton de cuisses de poulet. Monsieur Nkanji, ce que je voulais relever, c'est qu'il y a eu justement beaucoup de choses qui ont été professées juste après le coup d'État. Avoir un État un peu plus égalitaire, faire en sorte que la justice soit indépendante, qu'il y ait de nouvelles pratiques qui soient mises en place. Mais pendant cette transition, on a quand même vécu des conditions de détention les plus abjectes possibles envers l'ancienne famille présidentielle. Le président Oligui, qui pendant une interview à France 24 ou à TV5
parle du dossier comme si il était au courant, et donc le secret de l'instruction, il faudra repasser. Quand vous voyez par exemple l'affaire Opianga, de ce qu'on devait changer, le contraste qu'on devait faire avec le régime précédent, ça n'a pas changé. Les Gabonais le voient, le Mais, mais, constatent, et mais donc en conséquence, eux-mêmes continuent encore les mêmes travers qu'on pouvait relever, et on s'attendait justement à ce que, de la volonté des militaires au pouvoir, on puisse avoir tous ces chantiers qui soient ouverts et on remettait en fait tout d'équerre et le curseur au bon endroit. Ce n'est pas le cas. je vais commencer par l'instruction. Je veux dire, en 2000, le 29 août, allez, le 29, 24 heures avant le coup de libération, le général Oligui était occupé à quoi? Il était patron des renseignements du Gabon. Non, de la garde républicaine. Il Oui, n'était mais plus à la DGSS. les services spéciaux, il était à la DGSS, n'est-ce pas? Donc, je trouve que ceux qui mènent l'enquête et quelques informations sur ce que les enquêteurs ont trouvé ne m'apparaît pas comme étant quelque chose d'extraordinaire et d'incompréhensible. Et je pense même que les informations, j'ai envie de dire, même moi au quartier, j'ai certaines informations sur le dossier. À plus forte raison, quelqu'un qui était patron des renseignements. N'allons pas aussi, comme vous avez dit, mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je pense que le problème que nous avons, c'est que le chantier est vaste. Tout n'a pas été parfait. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire que tout a été parfait. Tout n'a pas été parfait, mais je pense que le Gabon est en train de se mettre sur les bons rails. Le Gabon est en train de se mettre sur les bons rails et vous allez voir que lorsque vous n'avez pas forcément toute la légitimité, que ce soit à l'international ou au niveau national, il y a certaines choses sur lesquelles vous allez quand même mettre des petits freins parce qu'il faut consulter, ainsi de suite. Je pense qu'on jugera la volonté transformatrice du général Oligui, du président Brice Clotaire Oligui à partir du 12 avril, lorsqu'il aura désormais la plénitude du mandat de président de la République. Le président Oligui a annoncé de nombreux méga-projets, que ce soit Libreville 2, l'aéroport d'Andem, comme des routes de contournement qui partiront d'Akandache-Kebikele, des tronçons routiers qui devront être construits. La plupart de ces chantiers ont été octroyés à Mahama Bokungu, le patron d'Ebomaf, et la société Ebomaf. Comment expliquer que Ebomaf va devenir un peu le nouvel État dans l'État après Olam, après le groupe Santulo? Voilà encore un autre mécanisme qu'on était censé ne plus voir, qu'on observe, et je peux même prendre date. Il va peut-être y avoir à nouveau, dans ce dossier avec Ebomaf, dans quelques années, des litiges, et ça se finira peut-être devant un tribunal d'arbitrage. Très souvent, ces chantiers, ces contrats sont nés de gré à gré. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de transparence et de respect des règles? Je ne vais pas vous dire des choses que je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que les transformations qu'il a vues en Guinée équatoriale, où des Africains se sont mis ensemble pour travailler, et c'est ce côté panafricaniste qui fait que il y a des choses lorsque vous voulez construire une ville moderne, une ville verte, une ville nouvelle. Vous regardez, c'est Google Search, vous allez regarder par exemple de tête quels sont ceux qui sociétés africaines ont déjà fait ça, et s'ils sont deux ou s'il y a une seule personne, eh bien, vous allez vous rapprocher de lui. Je ne pense pas que construire une ville, la construction d'une ville n'obéit pas pour moi à des règles de passation de marché comme si on disait qu'on va construire une voiture. La ville se construit avec ses symboles, avec ses valeurs, avec ses codes qui unissent les populations, avec l'âme de ceux qui la gouvernent. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait parler d'un projet de ville où les gens vont vivre et où on va devoir unir des peuples différents sans qu'il y ait une discussion, profonde entre celui qui est à l'initiative de ce projet de nouvelle ville et ceux qui vont construire, parce qu'il faut entrer dans sa tête. Il faut entrer dans la tête de celui qui conçoit. Donc, quoi que vous fassiez, ça m'apparaît toujours comme étant le genre de projet où ça doit être une histoire d'homme, de passion partagée. Ça ne peut pas être quelque chose qu'on fait juste comme si c'était la construction d'un pont, selon moi. Ça, c'est vraiment mon avis, n'étant pas familier du dossier. Nous voilà rendus, Monsieur Nganji, à la fin de notre entretien. Avez-vous quelque chose à dire pour conclure? J'aimerais conclure en disant que ce soit nous autres qui avons géré et pour qui les Gabonais avaient des perspectives, j'espère que j'aurai
pu éclairer certains points aujourd'hui, que ce soit les anciens PDGistes, que ce soit les nouvelles personnes autour du président. J'aimerais juste que les gens se disent, c'est Jean-Gaspard Ntuntumayi qui l'a dit sur le plateau que j'ai partagé, que j'ai De eu Gabon l'honneur de Télévision, partager avec lui, le docteur, courez le d'avant. ministre Akouré. Oui, oui, il dit qu'en fait, il pense que certaines personnes auraient dû passer leur tour. Pourquoi? Parce que les Gabonais ont cette envie de changement, cet espoir qui est né du coup de la libération. Et ce serait dommage que plutôt que de tirer à boulet rouge sur un train qui est juste en train de quitter la gare, que les gens essaient de se dire, this time, essayons d'y croire parce qu'on a vu. Je dis aujourd'hui, on a oublier tout ce qui a été fait au début de la transition, toutes les petites transformations qui ont été faites, parce que justement la machine va vite. Je dis juste aux Gabonais qui écoutent de continuer à croire. La personne qui vous parle est quelqu'un qui vous a dit il a démissionné de la GOC, il a démissionné du gouvernement. Le plateau que vous avez eu sur Gabon Première avait Akouré Davin, Jean-Gaspard Ntuntumayi, Arnaud Calixte Ngandi Alandji et mon frère Mugiama. Ces personnalités publiques sont connues pour leur caractère et leur tempérament. Acceptons qu'aujourd'hui, il y a un seul homme au Gabon qui arrive à leur partager son rêve. Il y a un seul homme au Gabon qui arrive à prendre de fortes têtes comme nous et arriver à nous aligner vers un objectif commun. Pour moi, c'est magnifique. Pour moi, c'est une image forte de voir ces trois personnes plus Mugiama qui pour moi incarne le renouveau autour de la même table parce qu'on croit tous en la même personne. Là où hier nous étions dans des camps diamétralement opposés. À Okonja, tout à l'heure, on a fait le lancement de la campagne. J'ai eu Madame le ministre Onkanoa, j'ai vu Thierry Otoumou, qui était l'un des contestataires du régime les plus craints à Okonja, vous pouvez vous renseigner. J'ai vu Patrick Onkenkali, opposant. J'ai vu mon grand frère Carlos Okinda, opposant du PGCI. J'ai vu moi, démissionnaire du PDG. J'ai vu Luc Oyubi, toujours dans le cœur du PDG. Est-ce que les gens peuvent juste accepter de parler à nouveau? Ça, pour moi, c'est la réussite de la transition. Oui, pour l'heure. Il y a beaucoup de gens qui se rallient, qui partagent votre idéal. Mais bon, cet attelage, normalement, dans les années à venir, d'autant plus que vous allez rentrer dans le dur, beaucoup vont descendre du train, donc le mettre en avant n'est pas vraiment un argument d'autorité, mais je l'entends. Je vous remercie en tout cas infiniment pour le temps que vous nous avez accordé, Je pour cette ne parole voulais pas libérée. faire un argument d'autorité, mais un argument d'émotion. L'homme, le leader, cherche à conquérir le cœur et l'esprit de son interlocuteur. Je dis juste, aujourd'hui, nous étions dans un pays au bord de l'explosion ou de l'implosion et nous avons un arc-en-ciel de tendances politiques autour d'un seul leader. Et ça, ce n'est pas arrivé au Gabon depuis bientôt 50 ans. Quand je vous remercie encore infiniment, Monsieur Nganji, pour cette parole libérée, cet entretien que vous nous avez accordé. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et bon courage dans cette campagne qui s'annonce très folle et très gourmande en énergie. Merci à vous et bonne soirée.